Messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles au rendez-vous de cette émission spéciale. Ce soir, comme annoncé, nous allons parler de cette septième mandature de la Cour constitutionnelle dont les conseillers et les membres ont été installés en cette matinée. Mais avant, nous allons faire pour faire corps avec l'actualité du jour, nous allons parler de cette nomination annoncé en début de soirée. Le président a pourvu au remplacement du ministre, de l'ex-ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbénossi, avec un visage qu'on apprend à découvrir, Ségoum Bakary, encore récemment ministre conseiller aux investissements du président de la République. Nous allons en parler très rapidement avant d'en venir à ce qui nous rassemble ce soir, c'est-à-dire essayer de spéculer quelque peu ou en tout cas de jeter les ponts de des chantiers qui attendent cette septième mandature de la Cour constitutionnelle. Et pour en parler, j'ai avec moi en plateau Julio Tometti. Bonsoir. Bonsoir François David Moua, bonsoir téléspectateurs. Juriste et analyste. À ma gauche, Eloge Francis Attadé, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Et notre caution gouvernance et société civile, je le dis à chaque fois qu'il est sur ce plateau, Ataï Joël Ataï Gadegwe, bonsoir. Voilà. Alors, je l'annonçais tantôt, cette nomination, disons que le président de la République a mis fin de façon inattendue, en tout cas. Comme il aime à nous surprendre, au flou qui entourait ce supposé, en tout cas, éviction ou cette supposée démission ou limogeage, ce supposé limogeage du ministre Aurélien Agbénossi, en allant, en pourvoyant à son remplacement Ségoum Bakary, je le disais, il y a encore quelques semaines, nommé en Conseil des ministres, conseiller aux investissements. Très rapidement, le Francis Ratalier, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, je vais d'abord faire constater que je ne veux pas m'embarrasser des terminologies, limogeage ou démission ou tout ça. Mais ce que je constate, c'est que le chef de l'État vient d'opérer un choix qui rentre dans sa dynamique. Parce que vous savez que la vocation de la diplomatie est beaucoup plus économique depuis 2016. Et je crois l'évaluation, s'il en est venu à amputer le département de la coopération, le volet coopération du ministère des Affaires étrangères, c'était pour cause. Et il a dû trouver maintenant quelqu'un qui peut répondre à ses aspirations. C'est en cela qu'il a estimé que Ségoum Bakary peut être d'une grande utilité au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et ça pourrait faire un tandem avec le ministre d'État, Ouadaï, afin que le Bénin puisse atteindre les objectifs de nouveaux partenariats, parce que nous voulons avoir des partenaires nouveaux qui pourront nous aider à avoir des fonds pour accompagner le PAG qui est en cours. La vocation est plus économique que de la représentation. Donc c'est en cela que c'est salutaire qu'un homme d'un profil très connu, vous savez qu'il fut ancien conseiller ministre du président Faure, donc il a acquis de l'expérience. Il vient d'être nommé il y a moins d'un mois, je crois, au niveau du ministère conseiller en charge des investissements auprès du chef de l'État. Et le chef de l'État a dû évaluer tout le potentiel et les compétences qui sont autour de lui, a estimé qu'il peut être plus utile au niveau des affaires étrangères. Et c'est à l'issue de la conférence diplomatique qu'il a porté son choix sur Ségoum Bakary. Donc c'est salutaire. C'est salutaire. Il faut prendre acte de ce que le départ du ministre Agbénossi soit enfin officialisé. Parce que franchement, on commençait à désespérer de ce minimum d'informations. C'était à ne plus comprendre quoi que ce soit. Cela, ça a duré quasiment 2 semaines. Et si on remonte jusqu'au démembrement du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, on pourrait dire que plus de mois. C'est une affaire qui était dans le bus depuis assez longtemps. Mais à l'arrivée, tout en rendant hommage à l'activité qui fut celle de M. Agbénossi à la tête de notre diplomatie pendant 7 ans, je voudrais saluer également le casting du président de la République pour ce poste. Monsieur Ségoum Bakary, pour moi, aurait même pu, enfin, c'est pas moi qui décide, on pouvait l'imaginer aisément depuis la première équipe, d'autant qu'il était dans
l'équipe de campagne dans l'équipe d'Abdoulaye Biachane. de Biachane. Et donc, il y a rajeunissement, il y a apport de nouvelles compétences et probablement d'un carnet d'adresses orienté investissement et business. Bon, on verra à l'arrivée si cela marche, comment les diplomates vont bouger. Les journées diplomatiques qui viennent de se passer auraient pu l'être avec leur nouveau ministre. C'est le petit bémol que je mets au chronogramme. Mais c'est le chef de l'État qui décide en fonction des contingences qui sont les siennes. Voilà. Jules Tometti, pour compléter la question, il faut rappeler qu'en début de semaine passée, le président Joël Ataï-Guédébé le rappelait, a tenu une conférence diplomatique avec le gratin de nos diplomates à l'étranger. On parle d'une reconfiguration de la carte diplomatique. Quelques jours après, en disant une semaine jour pour jour, on va dire 8 jours, on a un ministre à profil purement financier, un banquier de profession, un technicien des finances. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est on va dire, c'est la diplomatie économique comme on l'a théorisé depuis le début du mandat, mais qui a eu, si le président a dû intervenir dedans pour rediriger, peut-être qu'il y a eu des couacs ici et là. Est-ce que ça vous semble logique qu'un tel profil atterrisse à ce poste? Si vous me posez la question comme ça, je dirais que ça me paraît ambigu. Ça me paraît ambigu, un départ comme Agbenouchi et une arrivée comme Cheikh Bakary, en termes de diplomatie, ça me paraît quelque peu ambigu. Et je me dis que le chef de l'État doit avoir eu beaucoup de difficultés. Si on ne l'a pas fait avant la tenue de cette conférence diplomatique, si ce n'est qu'aujourd'hui, je me dis que ça doit avoir été suffisamment difficile pour le chef de l'État d'allier compétence et confiance. Puisque en fait c'est véritablement en fait les deux éléments sur lesquels un président de la République pourrait se fonder. Et là, ce qui me paraît davantage ambigu, c'est bon, qu'est-ce qui deviendra notre diplomatie d'une certaine façon? Je me pose la question de savoir, est-ce que le casting au départ avait été mal fait ou aujourd'hui on veut allier les deux? Parce qu'il vous souvient que sur ce même plateau, nous avons vanté quelque peu les mérites en fait de Cheikh Bakary en tant que conseiller, ministre conseiller aux investissements, en tenant compte de son parcours, en tenant compte de ce que à côté de ses relents politiques, aux côtés des acteurs politiques, c'est un homme qui lui-même est fondamentalement ancré dans l'investissement privé. C'est un entrepreneur. Donc on se dit, voilà quelqu'un véritablement qu'il faut en fait pour un tel portefeuille. Il y a comment dire une balance de postes aujourd'hui. On se posait la question depuis en fait comment dire ce que d'autres appellent comment dire la coupure en fait du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, et l'homme nommé aujourd'hui, il y a comment dire, il y a une sorte de comment dire, pour les acteurs de la corporation de diplomatie, je pense qu'ils doivent beaucoup se poser des questions. Si dans en fait dans le starting block autour du chef de l'État et de tout ce qui a pu avoir le profil en fait en termes de diplomatie, ou bien ceux qui ont véritablement exercé la fonction, si on n'en a pas trouvé, et c'est bon, je me pose la question de savoir est-ce que ça continue d'être véritablement un point d'ancrage pour la politique gouvernementale, la question comment dire, des affaires étrangères, ou bien est-ce que l'intéressé va allier à diplomatie et en même temps ce qui était de son ressort, ministre conseiller, et encore que je pense, normalement, si on doit faire un tel réajustement, on devait en même temps pouvoir, en fait, au poste, en fait, de conseiller à l'investissement là, parce que ça fait un peu de trop. Je ne sais pas si vous le remarquez. Après le dernier remaniement, c'est une semaine après, on s'attendait que c'était fini. C'est quelques semaines après que Cheikh Bakary a été nommé. En même temps, donc ça fait en fait une sorte d'instabilité. Excusez-moi de pouvoir le dire comme ça. Ça fait ça, c'est comme si on est en train de se chercher un peu d'une certaine façon. J'espère quand même qu'ils trouveront la stabilité, ils trouveront les acteurs qu'il faut pour la poursuite de la politique gouvernementale.
Le Francis Attali, en même temps, comme je l'évoquais, quand on considère ce poste de ministre conseiller, ce poste de ministre conseiller n'était pas, disons, on va dire, c'était un poste taillé sur mesure qui ne faisait pas partie de l'organigramme gouvernemental, qui ne siège pas au Conseil des ministres, ainsi de suite. Bon, ça c'est, vous donnerez votre avis sur la question. Mais ma prochaine question est, on ne peut plus politique, parce que on a eu vent au gré de certaines publications très sérieuses internationales que chez Bakary, ça fait des mois, en tout cas que M. Bakary travaille en tout cas en bonne intelligence avec le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani. Une formalisation en temps a été faite en tout cas pour l'insérer dans l'architecture, en tout cas de décision avec ce poste de ministre conseiller. Avec sa nomination aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, est-ce que simplement, c'est pas la sphère, politiquement, est-ce que c'est pas la sphère d'influence de Romuald Wadani qui s'agrandit encore un peu plus? Non, je crois que ça renforce, je crois inéluctablement, Wadani dans ses attributions, mais aussi ça permet au gouvernement d'atteindre les objectifs, notamment la vocation économique de la diplomatie. Vous savez que dans les flux financiers internationaux, parce qu'il faut voir le Bénin dans la coopération financière internationale, comment est-ce que nous arrivons à capter la manne? Puisque, en fait, au-delà de tout, la diplomatie n'est pas qu'une pure représentation. Elle vient essentiellement à identifier les partenaires, à nouer des accords, à mobiliser les ressources pour pouvoir aider le pays à engager des actions de développement, à booster l'agenda de développement. Je crois que le chef de l'État, depuis 2016, a mis l'accent, le cap, sur la vocation économique de la diplomatie. Et vous savez que c'est dans cette perspective qu'en 2019, nous avions tenté en fait quelques modifications. Plus de 39 représentations dans le monde, on est passé à 42. Puis, avec la nouvelle carte révisée, on est tombé à 14. Vous savez que c'était drastique. On a même fermé Addis Abeba. Et c'est par la suite qu'on a réouvert, puisque c'était important. En Europe, on n'a que 2, on n'a que Paris et Moscou. Donc, il était nécessaire qu'on fasse le bilan à l'occasion d'une conférence diplomatique, ce qui a été fait. Et on a évalué, évidemment, les forces et faiblesses. Et par rapport à ça, dans la ligne tracée, la politique tracée par le chef de l'État, il était important qu'on trouve un acteur qui puisse aider à capter les mannes financières qui existent, surtout qu'il a la capacité et les compétences approuvées et avérées de... En fait, c'est un grand trader aussi. À l'international, il sait lever les fonds. Donc, il vient renforcer forcément Romuald Wadani, enfin le ministre d'État, pour aider le Bénin à mobiliser les ressources dont il a besoin pour conduire pacifiquement, harmonieusement et méthodiquement le PAG 2021-2026. Parce qu'in fine, en 2026, le chef d'État compte entrer dans l'histoire de façon plus honorable, parce qu'il dit qu'il va être porté en triomphe. Il faut qu'il s'assure que les grands projets qui sont dans le portefeuille ont été exécutés. Il faut bien, en fait, quelqu'un de cette trempe, de cette facture, donc il a l'étoffe. Et au-delà de ça, politiquement, c'est que ça peut aider à quelque chose. C'est prématuré d'en parler sur ce plateau. Attendez, vous faites mine de ne pas répondre à ma question. Je demandais, est-ce que cette nomination vient agrandir quelque peu la sphère d'influence de Romuald Wadani? Oui, mais je crois que ce serait hasardeux de le dire tout de suite. Parce que sur le terrain politique est très glissant. Oui. Et le casting, quand on le voit comme ça, c'est la face visible de l'iceberg. Oui. Dessous, il y a d'autres enjeux qui sont cachés. Surtout que les 3 années qui viennent seront des années très, très, très mouvementées, oui. Qu'on le veuille ou non, puisqu'il est plus ou moins établi, sauf catastrophe, que le chef de l'État, c'est son second, donc dernier mandat, il va devoir partir. Et la nouvelle Cour constitutionnelle qui est mise en place va recevoir le serment du nouveau président en 2026. Je ne voudrais pas que M. Attali et M. Ataï Guédébé se mettent en rébellion sur ce plateau. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas de catastrophe qui puisse arriver. Ataï Guédébé, je vous pose la même question politiquement. Eu égard au lien qui unit ces deux, on sait également qu'il est proche du ministre d'État Abdoulaye Biachane. Ça fait 2 ministres d'État qui... En tout cas, je ne dirais pas qui peuvent putativement être ses parrains, mais eu égard au dernier dossier sensible traité, est-ce qu'on peut dire que politiquement, pas forcément de façon partisane, est-ce qu'on peut dire politiquement que Romuald Wadani est le grand gagnant de
de ce jeu d'équilibre. Oui, il est d'une certaine manière parce que le découpage qui a été fait précédemment n'a pas été remis en cause, alors que le profil de M. Chegoum Bakary aurait pu militer en faveur d'un retour de la coopération aux affaires étrangères. Bon, donc, il est conforté dans ce choix-là. Maintenant, quant à des connivences politiciennes, pour aller sur ce terrain avec M. Bakary, il est vraiment prématuré de le dire. Ils sont probablement de la même génération, doivent pouvoir parler le même langage. Ça facilite beaucoup de choses. Et avec le ministre d'État Biao Tchane, en plus, qui pourrait être le parrain de ces deux lieutenants. Bon, donc, mais il ne faut pas forcer les causalités. M. Bakary devra démontrer à la tête de la diplomatie qui n'est pas une maison comme une autre, qui est très conservatrice. On avait beau annoncer l'option pour la diplomatie économique depuis 2016, mais vous n'allez pas changer. Il y a beaucoup de gens, résistance. Forcément, ils n'ont pas été formés à ça rigoureusement, même s'ils participent à des négociations. Mais ce n'est pas le réflexe premier du diplomate. Et donc, ils étaient plus habitués aux petits fous et aux soirées mondaines. N'exagérons rien. Nous avons notre compatriote qui fut chef de la mission diplomatique à Genève, qui est quand même en bonne place dans le bureau de la présidente de l'OMC. D'accord. Donc on a quand même des diplomates qui sont capables de ça. C'est une petite provocation. Certes. Je crois que le premier défi pour M. Bakary, avant toute approche politicienne, ce serait d'abord je ne vais pas dire de prendre en main la maison, parce que la maison des affaires étrangères est sous le choc. La manière dont leur patron a été remercié, quelles que soient les récriminations ou ce que certains fonctionnaires pouvaient avoir contre lui, a de quoi démobiliser en partie. Mais à l'inverse, la conférence diplomatique a pu être un moment une occasion de rebooster les choses. Je le répète, c'est dommage que ou leur ancien patron n'ait pas été de l'affaire, ou l'actuel, peut-être qu'il était déjà dans les coulisses. L'un dans l'autre, c'est ça qu'il faut observer, voir les synergies, comment est-ce que des affaires étrangères configurées comme ça, avec quelqu'un qui est plus orienté, dont on connaît déjà le profil, donc comment ça va valider le choix de découpage ou bien le choix de structuration du président de la République. Après, tout le reste sera bonus s'ils réussissent. Banco, M. Ouadani a été déjà élevé ministre d'État, ainsi de suite, c'est une indication, peut-être à usage externe au moment de lever les fonds. Mais point trop, il ne faudrait pas placer la charrue avant les bœufs. Et politiquement, M. Ouadani n'a jamais affronté le suffrage universel. Et ça également, c'est des données qu'il faut intégrer, et encore moins M. Bakary. Donc ils sont de purs technocrates. Et la politique, ça viendra après les résultats. Julio Tometi. Non, politiquement, il y a peut-être, comme ça a été dit, ce serait peut-être un peu trop prématuré. Ce que je vois simplement, c'est que la tâche aurait été un peu plus difficile, ou la collaboration aurait été plus difficile pour le ministre de l'économie et des finances avec sa nouvelle attribution. Parce que, du point de vue fonctionnel, du point de vue diplomatique, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels diplomatie et coopération doivent forcément se joindre. Et donc, il a semblé qu'il y aurait forcément une sorte de collaboration, il doit y avoir une sorte de collaboration assidue entre celui qui est aux affaires étrangères et celui qui gère en fait la diplomatie et la coopération. Et tel que la scission a été faite, je me demandais dans quelle mesure les deux acteurs pourront véritablement travailler à cœur joie pour que les objectifs soient atteints. Et donc, pour éviter peut-être quelques goulots d'étranglement, on a dû, d'une certaine façon, lui enjoindre un acteur avec lequel, en fait, la collaboration pourra être plus fluide, plus amicale pour que les objectifs soient atteints. C'est peut-être l'élément fonctionnel, en fait, de la lecture que je peux faire par rapport à cet arrimage-là. Ouais. Voilà, je reste avec vous pour un dernier tour de table sur cette question. Est-ce qu'on a fini avec les réajustements, on va dire, des réajustements forcés? Parce qu'on a encore en mémoire la déclaration du chef de l'État à l'occasion de la visite du président Bazoum. On ne change pas une équipe, on va dire, pour paraphraser, je suis satisfait de mon équipe. Depuis qu'il a sorti cette déclaration, on peut, à l'épreuve des faits, on peut voir tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'il en a fini
est-ce que, pour une fois, d'aucuns auraient dit bon, qu'il y a une sorte de, on va dire, pour être banal, une sorte de malédiction. Oui. Parce que depuis qu'il a dit ça... Oui, justement, c'est comme si ça n'a pas été en adéquation avec ce que les spiritualistes appellent le cosmos d'une certaine façon. Et donc, très vite, on va le réveil. Je ne pense pas que ça soit fini. Parce que premièrement, comme je le disais tantôt, il a été créé un poste de conseiller aux investissements qui a rendu ministre. Je pense fondamentalement sur les conséquences, c'est que le besoin existe. Si on a créé ce poste de conseiller aux investissements ayant rendu ministre, ça veut dire que le besoin existe. Si le besoin existe, ça veut dire que ce poste, on doit encore pouvoir le pouvoir. Ou bien peut-être du point de vue fonctionnel, ils se sont rendus compte que... Je lui ai candidat. Non, je ne suis pas candidat, je n'ai même pas le profil. Ou bien on s'est rendu compte que, en fait, la création de ce poste, peut-être véritablement ne pourrait pas permettre d'atteindre l'objectif. Ou bien on s'est rendu compte que, bon, c'était pas bienséant et on a dû peut-être supprimer. Peut-être les actes qui viendront, les jours à venir nous permettront de nous fixer. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit fini, que ce soit la fin. Même question pour la citation gouvernementale. Est-ce qu'on a fini avec ces réajustements? Je crois que le chef de l'État reste un homme. Bon, et puis vous et moi ne sommes pas des devins. Donc les événements futurs qui vont se survenir, on ne peut pas les maîtriser. Donc il est fort. Ou du moins, pour revoir la question, est-ce qu'il est souhaitable qu'on en ait fini avec ces réajustements? Parce que pour le coup, ça donne un sentiment quand même d'instabilité de l'architecture gouvernementale, même si le président, en tout cas dans son amarture, dans ce qu'il montre au fil des jours, il n'y a pas de faille apparente dans sa gestion de l'État, mais c'est quelques fissures en tout cas, c'est peut-être déjà de trop. Est-ce qu'il est souhaitable que, voilà, comme on l'a connu par le passé, que l'architecture gouvernementale retrouve une certaine stabilité? Non, mais ce que vous dites ne manque pas de pertinence. C'est vrai que à la faveur au détour de la conférence conjointe que le chef de l'État a tenue avec le président Bazoum, disait qu'on ne change pas les principaux chevaliers de la dynamique. Et puis c'est après ça qu'on a eu la valse des dominations. Bon, donc il y a un peu comme quelque chose qui ne tourne pas au rond très bien au sein du gouvernement. Bon, le chef de l'État peut-être n'envisageait pas faire un remaniement en profondeur, mais il se fait qu'en chemin, il y a des informations qui lui parviennent, ou bien une évaluation à mi-chemin qui ne le rassure plus. Ce qu'il dit, à l'instant où il le dit, c'est parce qu'il est maître de l'instant. Il n'est pas maître du temps. Donc le temps peut faire changer les opinions. Donc je peux dire que c'est le souhait de tout le monde, c'est faire en sorte que nous puissions aller à une stabilité de l'action gouvernementale pour qu'on évite évidemment ces changements. Mais comme disait Julio, il y a toujours un poste qui vient d'être dépeuplé et ce poste doit être pourvu. Sauf si ce poste n'était pas si important, mais je doute fort. Puisque le poste d'investissement est un poste stratégique, ça fait le deuxième. Il y a eu un, il y a eu un autre. M. Aguemont avant. Il y avait eu M. Aguemont et puis il y a eu M. Chegoum Bakari qui maintenant vient d'être envoyé en mission aux affaires étrangères. Le chef de l'État, certainement, puisque nous sommes à 3 ans de la fin de son mandat, il est fort probable qu'il fasse un remaniement en profondeur pour ne plus avoir à faire des changements à compte-gouttes, puisque le peuple, je crois, ne comprend pas bien et la communication gouvernementale ne suit pas. C'est ce qui fait évidemment que nous avions, vous et moi, afin des inquiétudes et nous avions la peur du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que dans 2 semaines encore, le chef d'État ne va pas procéder à un autre changement? Il faut qu'on prie pour que les égrégores qui l'entourent puissent l'orienter et qu'il bénéficie de l'assistance, de la guidance. Bon, quand on rentre dans les histoires d'égrégores, bon, on a d'autres spécialistes avec télé pour en parler plus spécifiquement. Juste la même question pour en finir. Non, on peut souhaiter que ce soit la fin des valses, des changements. Je crois que le chef de l'État doit être même le premier à souhaiter ça. On n'en vient pas à se séparer de vieux amis comme M. Abenonsi, M. Romain et j'en passe, par plaisir. Et donc, c'est par nécessité probablement. Et donc, moins il en aura sur son parcours et peut-être mieux, il y aura-t-il de la lisibilité pour les observateurs que nous sommes, pour l'opinion publique et la population. Parce que dans nombre de secteurs, on a besoin également d'une certaine fiabilité s'agissant des interlocuteurs.
Et s'il n'y a pas cette connivence qui s'installe, c'est également une perte. Donc il faut investir sur la durée, mais il reste le seul maître à décider de l'entrée comme de la sortie de ses collaborateurs. Voilà. Au passage, félicitons quand même nous que le gouvernement ne soit pas pléthorique. On aurait pu être tenté par la redistribution, par l'élargissement à l'infini du gâteau. Et attendons de voir la suite et la nouvelle marche de notre diplomatie, et on ne peut pas dire simplement de l'action gouvernementale. Voilà. Nous allons passer au sujet principal de cette émission spéciale. Alors, ils ont pour nom Dorothée Sosa, président, Nicolas Sogwa, vice-président, les autres conseillers, Dandi Nyamou, Adjovi Mathieu, Aléa Gouda Bako, Michel Adjaka et Vincent Akako. Voilà les 7 sages qui ont prêté officiellement serment pour la 7e mandature de la Cour constitutionnelle. Je vais commencer par le juriste de ce plateau. Au-delà de la cérémonie d'aujourd'hui qui, disons, renvoie, on va dire, à un pur formalisme et un symbolisme dont on a coutume, qu'est-ce que cette mandature, le choix des personnalités, évidemment les personnalités qui la composent, déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, on peut dire, il y a une différence fondamentale entre cette mandature et tous ceux qui sont passés. Tous les acteurs, presque, sont des acteurs connus qui d'autres sur le plan professionnel, qui d'autres sur l'échiquier politique national. Mais ce qui est fondamental à retenir, l'autre chose au fond, lorsque vous analysez, vous constaterez que la plupart, ou presque tous, les juristes de profession, comme l'a recommandé la Constitution, que les juristes de profession ont une certaine démarcation avec la politique. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a forcément, en fait, on a des amis dans tel ou tel parti, mais aucun de ces acteurs ne s'est jamais affiché avec un parti politique, soit il est membre d'un parti politique, ou soit un autre. Donc, à part Vincent Akako et comment il s'appelle, les personnalités de grande réputation, à part ces deux-là, M. Adjovi, à part ces deux-là, tous les autres sont, si l'on peut dire, de purs, en fait, techniciens du droit, magistrats, professeurs de rang magistral, donc, et bien évidemment, la présidence, comme il a été recommandé, revient de droit, en fait, aux juristes de profession, ce qui a été. Dorothée Sosa, avec ce qu'il a été, son parcours professionnel et ce qu'il a été, en fait, aussi bien au plan international qu'au plan national, il est, sa présidence ou bien son statut de président de la Cour constitutionnelle aujourd'hui ne souffre d'aucune insuffisance, en fait, donc il pourra véritablement accomplir le travail. Nous pensons que c'est une cour, une cour quelque peu rajeunie. Quand vous comparez à la mandature passée, vous sentez en fait un certain rajeunissement. Je ne veux pas dire que la mandature passée est une cour vieillissante d'une certaine façon, mais il faut voir véritablement les membres. Il m'a été donné 2 fois d'aller aux audiences. Il faut dire véritablement il y a une certaine vent de vieillesse. Donc il y a le vent de jeunesse qui court et ça, véritablement, il faut attendre, en fait, les attendre dans l'œuvre pour véritablement apprécier. L'autre acteur dont il faut noter la présence, c'est Michel Adjaka. Oui. Je ne pourrais pas parler de Michel Adjaka. Sûrement, M. Attad et M. le doyen Gadegbe en parlera mieux. Donc, il faut, en fait, commencer par scruter, en fait, le profil de chacune de ces personnalités pour se rendre compte que c'est une cour constitutionnelle de divers horizons qui véritablement saura faire le travail. Peut-être d'autres vous diront qu'il y aura des contradictions à l'interne. Je ne peux pas le dire parce que, comme on le dit, quand vous entrez dans la cour, vous devenez sage, la cour vous assagie. Et de ce point de vue, quelles que soient vos récriminations, en fait, ça se gère toujours à l'interne. Bon, de l'histoire de la Cour constitutionnelle, on n'a jamais vu, en fait, exploser, en fait, sur la place publique des dissensions internes, sauf que, peut-être à un moment donné, des gens sont arrivés à démissionner quand bien même jamais on a su pourquoi. Donc, je pense que ça sera l'un, peut-être il y en a de meilleurs, l'un des meilleurs que le Bénin a connu. Je leur souhaite plein succès. Francis Attali, même question. Oui, mais il faut dire en fait que depuis 1993, depuis la première mandature,
aujourd'hui, la Cour a connu des fortunes diverses. Depuis Elisabeth Poyon à Amouda Razaki Issoufou, en passant par Feu Concepcia, Ouissou, Robert Dossou, Théodore Olo et Joseph Djokwenou, nous avions vu que la Cour, quand même, elle a tenu, malgré les récriminations. Vous savez que c'est une institution dont les décisions sont sans recours, mais sont susceptibles de commentaires. Nous avions vu que sur les époques et les contestes, non mais écoutez, mais les décisions de la Cour sont parfois commentées, même dans les amphithéâtres. Mais oui, si. Alors, permettez-moi, vous êtes juriste. Vous savez évidemment sinon, que... pas de la matière. Mais selon les contextes et les époques, on a constaté que la Cour s'est éloignée plus ou moins de sa mission. C'est ce qui n'a pas donné un écho favorable au sein de l'opinion. Et il est arrivé, surtout en 2018, où on a révisé le règlement intérieur de la Cour pour renforcer le principe de contradictoire à l'intérieur. On a vu qu'il y a des changements importants qui sont intervenus. Alors, je peux faire remarquer que cette Cour, en fait, la Cour a des missions importantes. Vous savez que c'est la régulation du fonctionnement des institutions, c'est la gestion du contentieux électoral. C'est aussi veiller au respect des droits de la personne humaine. Et vous savez que la Cour fait l'arbitrage, en fait, aussi bien institutionnel que politique. Et quand on fait le bilan, on se rend compte que la Cour qui vient de finir, dont le mandat a expiré, je crois le 5, n'a pas démérité totalement, même si elle a été objet de critiques. Vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses, surtout à l'occasion des élections de 2019. Vous savez qu'il y a eu 39 arrondissements dans lesquels le vote n'a pas pu avoir lieu. Sur les 646, cependant, la Cour, après examen, a constaté les irrégularités, a dit que cela n'entachait pas la sincérité, la validité du scrutin, et puis bon, a proclamé les résultats. Il y a bien d'autres choses sur lesquelles la Cour a été interpellée, des décisions qui ont été rendues. Je ne peux pas faire ici l'état des lieux, mais la Cour entrante quand même a des missions importantes. Quand on voit le profil de ceux qui vont l'animer, parce que conformément à l'article 115 de la Constitution, nous avions dit évidemment comment est-ce que les nouveaux membres sont nommés. 4 de l'Assemblée nationale et 3. Maintenant, sur les 7, on a vu qu'il y a 3 en fait qui sont des magistrats de haut rang qui ont au moins 15 années d'expérience. Et là, on cite Aléa Gouda Bako, on cite Michel Adjaka et on cite Nicolas Assoba. Maintenant, il y a des juges de haut rang qui ont aussi 15 années au moins d'ancienneté, soit ils sont praticiens ou ils sont professeurs. On a vu à ce niveau Tandi Niamou et puis le professeur Deroto Sosa. Et puis des personnalités qui donnent la preuve d'une grande probité, en fait, et d'un grand professionnalisme, en fait, qui ont une étoffe du point de vue de l'expérience qu'ils ont au cours de leur parcours. Et on cite Vincent Kakbo, on cite Mathieu Adjovi, dont vous connaissez bien les activités et la proximité avec chef de l'État. Bon, je ne veux pas ouvrir cette page, je la referme. Donc, c'est des gens qui ont quand même un profil assez intéressant et qui, a priori, sont conscients des défis qui sont les leurs. Et vous avez vu qu'au cours de la cérémonie, le chef de l'État n'a pas été prolixe. Il les a renvoyés à leur mission parce qu'il est convaincu que chacun d'eux sait ce à quoi ils doivent s'attendre. Et quand on en vient, évidemment, aux défis qui sont nôtres, vous savez que 2026 est là. Oui, on y revient. Ok, d'accord. Oui. Sur la Gadaboué. Sur la même question, et puis il demandait à ce que vous parliez de Michel Adjaka. Sincèrement, bon, je ne connaissais pas M. Akapo particulièrement, mais pour ce que j'ai eu à entendre, il est de même réputation professionnelle que les uns et les autres. Donc, le casting est loin d'être mauvais. Les puristes vont toujours s'émouvoir qu'il n'y ait pas plus de publicistes que Mme Dandi Yamou. Bon, c'est la querelle des écoles universitaires. Et bon, mais il y a des privatistes qui se révèlent finalement bons publicistes. Et avec les matières que
M. Attali vient de citer. Et de toute façon, c'est à l'œuvre qu'ils vont s'éprouver, qu'ils vont devoir rendre des arrêts qui tiennent la route en droit, qui soient suffisamment bien motivés pour emporter crédibilité et les renforcer dans l'idée qu'on se fait d'eux. Par leur serment, ils accèdent au statut de sage. Et quels qu'aient pu être les conflits, les inimités qu'il y a eu de manière particulière entre certains d'entre eux, ils ont le devoir de les ranger au placard et de travailler pour la nation, et surtout à ce niveau de responsabilité. Bon, le professeur Sosa, il était difficile de le contester. Enfin, j'observe que ça s'est peut-être fait... voilà, d'unanimisme. Vu même l'heure qu'on nous a dite, l'heure à laquelle la cérémonie s'est terminée et l'heure où la cour s'est retrouvée, il faut croire qu'elle se soit mise simplement dans une salle du palais de la présidence pour décider. Il y a il y a eu un petit flottement, mais c'est malheureusement la loi organique qui crée ça. On a eu un vide quand même, théoriquement, le mandat de la... Entre la prestation de serment et puis la désignation. Entre la désignation et la cessation de mission de la précédente cour, on s'est retrouvé avec une cour sans président. Oui, quelques heures. Ce n'est pas la lettre de la loi organique. Il y a eu violation de la Constitution, si je puis dire. Je ne ferai pas un recours pour autant. Mais bon, donc il y a d'autres cours qui attendent. Et c'est particulièrement les premiers défis de crédibilité de cette cour, puisqu'il y a des recours qui visent certains conseillers en particulier. Il y en a qui visent la procédure qui a permis de désigner les 4 représentants, les 4 de l'Assemblée. Oui. Et donc si cette cour doit statuer, ça voudrait dire que les 4 se déportent pour que leurs 3 autres collègues jugent. Et on peut préjuger qu'ils auront du mal à tout défaire, mais que, compte tenu des récriminations du Parti Les Démocrates, si les mesures d'instruction permettaient d'amener à l'évidence que les procédures n'ont pas été respectées, il est possible que le bureau de l'Assemblée soit obligé de reprendre, peut-être pour le même résultat. Donc, espérons qu'il y ait le moins d'instabilité possible, parce qu'il en va également de la crédibilité de l'institution. Pour le reste, je reprends en compte tout ce qui a été dit, et puis on attend comment ça va se jouer au niveau de la Haute Cour de justice. Je crois que c'est encore les juristes qui sont attendus pour en prendre la présidence. Et de toute évidence, nous aurons quelqu'un de jeune, puisqu'il reste M. Adjaka, Mme Gouda et Mme Dandi Yamou, qui ont moins de 50 ans ou qui tournent autour de ça. Donc ça renvoie un peu... Vous voulez jeter les cartes sur ce plateau et nous tirer... Bon, les femmes ont été relativement à l'honneur à travers les 2 dames. Est-ce qu'on va continuer dans ce sens-là? Moi, je ne sais pas. C'est entre eux que ça se décide, de toute façon. Bon, donc, quel que soit celui qui sera retenu... il est fondamentalement conseillé à la Cour constitutionnelle. Exactement. Je reste avec vous, mettons le pied dans le plat. Francis Attali parlait déjà de 2026 en parlant des défis de cette Cour constitutionnelle. Pour vous, c'est vrai qu'il y a cette échéance qui nous tend les bras, qui arrivera plus vite qu'on ne le pense. Qui est déjà dans nos têtes. Qui est déjà dans nos têtes, dans toutes les têtes. Quels sont pour vous les défis à court et moyen terme de ce qui attend cette Cour? Elle va devoir, si on parle de 2026, aider la commission électorale à préparer au mieux ces élections qui vont être des élections générales et couplées en partie, s'agissant des législatives et des communales. Je crois qu'elles doivent être couplées selon la Constitution. Et là, il s'en va surgir une difficulté technique quand même, parce que les communales sont plutôt justiciables au niveau de leur contentieux. En cas, c'est la Cour suprême, qui en connaît. Et donc, pour ces chers membres de la Sénat, ça va être sérieusement éprouvant de devoir servir 2 maîtres à la fois. C'est-à-dire répondre
aux instructions, je ne vais pas dire aux injonctions, mais c'est vraiment, quand ça tombe, vous devez gicler. Et donc vous aurez la Cour suprême sur le dos, vous aurez, ou c'est des élections très fouillées, avec un contentieux des candidatures, enfin c'est très, très varié. Et puis de l'autre, vous avez la Cour constitutionnelle, qui également a les législatives dans son viseur. Donc il va falloir un sérieux dialogue des institutions. Monsieur Nicolas Soba vient de la Sénat, c'est vrai qu'il en est à sa deuxième expérience de la Sénat. Il est tout ce qu'on... Il a déjà un certain background de Mirena, Sénat et autres. Donc chacun doit pouvoir y aller de ce background, de l'effort, de complémentarité, de collaboration, pour qu'on ne souffre pas de ce choix relativement malencontreux. Et on va faire avec, mais si on anticipe, peut-être que nous aurions eu plus de peur que de mal. Et on a coutume de dire que c'est la Cour qui nomme le président de la République, en fait, en proclamant les résultats issus des urnes. D'une certaine manière, elle choisit. Et donc, il ne faut pas céder à la tentation de basculer en faveur d'un camp ou d'un autre. Il ne faut pas finir par être une cour chrysogène, à l'instar de celle de la Côte d'Ivoire au sortir des élections de 2011. Donc voilà un peu les balises, les défis. Et les membres de cette mandature, comme celle qui a précédé, n'étaient pas à la conférence nationale. Ils ne sont plus dans cet esprit ainsi parlant. Mais pour beaucoup, ils étaient déjà dans le sérail, qui à la Cour des comptes, qui au ministère de la Justice, à la Sénat, je crois quand même qu'ils sont relativement aguerris, assez avertis de ce qui préoccupe l'opinion publique, avec l'obligation, le devoir d'être ingrat vis-à-vis de ceux qui les ont nommés. Non, écoutez, la crédibilité de la Cour se jouera avec d'abord le professionnalisme, l'intégrité, mais aussi l'indépendance du juge constitutionnel. Et je crois que c'est l'aspect qui a été mis en exergue dans le développement de mon frère aîné Gadegbe, parce qu'en fait, le juge, pour la plupart, vous savez évidemment que quand on voit le mot désignation, il vient de quelque part. Parfois, ils sont tentés d'être redevables, et c'est cette redevabilité. Or, on dit, mais vous m'avez nommé, je ne vous reconnais plus. Mais dans les faits, c'est souvent difficile au juge d'être aussi insensible, surtout à son parrain. Mais ils ont, compte tenu des échéances qui s'annoncent et qui sont les premières dans l'histoire politique du Bénin, les élections générales, ces juges sont appelés à faire preuve de professionnalisme, d'intégrité, et qu'ils dépassent un peu, qu'ils assument évidemment consciemment la responsabilité qui est la leur. Elle est lourde. C'est en cela que je trouve que l'indépendance du juge constitutionnel, c'est difficile, parce qu'il y a des pressions qui vont venir. Et je vous assure tout, des pressions. Et c'est comment gérer ces pressions qui va leur permettre de crédibiliser la Cour constitutionnelle. C'est une Cour, évidemment, qui est là, c'est des sages, parce que les citoyens ordinaires qui ont été érigés au rang de sages, c'est extraordinaire. Donc, ils ont à jouer le rôle de sage dans sa plénitude pour que nous puissions continuer à faire confiance à cette Cour. Il faut que la Cour amène les citoyens à avoir davantage confiance en elle par les décisions qu'elle rend. Vous savez que dans l'évaluation, il y a 4 évaluateurs. Il y a d'abord les décideurs qui évaluent la Cour constitutionnelle. Il y a maintenant les acteurs politiques qui évaluent la Cour constitutionnelle. Il y a l'élite, qu'elle soit politique ou intellectuelle, qui évalue. Mais il y a les populations aussi qui évaluent. Donc il y a 4 évaluateurs. C'est la Cour, c'est que, c'est les citoyens, ils sont 7, mais l'appréciation globale, c'est ça qui peut donner la note, en fait, à la Cour. La Cour qui vient de finir, bon, en fait, on dit que la loi, les dispositions de la Constitution stipulent clairement que c'est un poste, en fait, c'est une fonction qu'ils assument pendant 5 ans, renouvelable une seule fois. Ouais. Bon, ils pourraient s'attendre à ce qu'on leur renouvelle leur mandat. Mais le renouvellement suppose qu'il y a une entente parfaite entre l'Assemblée et le président de la République. Qui sait même, la Cour sortante n'a pas été du tout renouvelée. Ah ben oui, si, c'est ça. Donc, dans ce cas, c'est que la Cour qui vient de prendre service a l'obligation de travailler sur ces indicateurs, c'est-à-dire la confiance,
vis-à-vis des décideurs, confiance vis-à-vis des acteurs politiques. Vous savez que la plus grosse guerre qu'on gère, c'est les contentieux. Et puis la confiance vis-à-vis de l'élite, parce que l'élite qui analyse, qui apprécie, ils ont toujours leur regard et leur conception sur la cour. Et enfin, le peuple souverain, qui, en fait, je parle de cette population silencieuse qui n'a pas la chance d'accéder, d'avoir accès aux médias pour dire le fond. Donc c'est la majorité silencieuse. Il faut que la Cour travaille pour donner davantage de confiance, pour crédibiliser le travail qui se fait au sein de cette grosse institution. En fait, dans l'architecture institutionnelle, c'est la soupape de sécurité. Donc si le jour ça pète, c'est fini, c'est que tout l'édifice va s'écrouler. Donc ils ont un grand rôle à jouer au sein de la République et leur arbitrage des crises, l'arbitrage des conflits qui pourraient opposer les institutions entre elles est souhaité. Surtout qu'il ne faut pas qu'on lise en eux qu'ils prennent parti. Donc ils ont l'obligation de réserve sur plusieurs sujets à compter de ce jour où ils sont installés. Je leur souhaite donc plein succès dans leurs travaux. Chez d'autres métiers. Oui, Quels sont les enjeux de cette mandature? je prends d'abord au mot un aspect qu'a soulevé le doyen Ataï Kedegbe pour dire la Cour constitutionnelle nomme le président de la République, c'est vrai. Alors, si on se réfère un peu au cas de la Côte d'Ivoire en 2012, où on annonce... C'est une caricature, mais bon. Oui, bon, puisque la Cour a tenté de nommer et de renommer encore et tout, et ça n'a pas pris. Et donc, bon, c'est un peu ça maintenant. La Cour ne fait que constater, entériner, constater, comment dire, le vote populaire. Ce qui, comment dire, offre des gages de crédibilité à cette Cour, c'est d'abord par ses acteurs. Je le disais tantôt, on peut prendre chacun qu'on peut scruter. Dorothée Sosa, ancien ministre de la République, il ne faut pas l'ignorer, voilà, garde des Sceaux, fonctionnaire international, Raphaël Ouada, il est revenu, il a été celui qui a conduit le dialogue national en 2018, donc c'est quelqu'un qui connaît bien sûr l'architecture politique nationale. Vous prenez Assoba, on parlait des élections. Avant d'aller plus loin sur Dorothée Sosa, on connaît son pédigré, on connaît en tout cas sa compétence, son parcours, mais dans le même temps, l'opposition, en tout cas qui tente de contester, qui a donné de la voix il y a quelques semaines, peut avancer le fait qu'il a dirigé le dialogue national qu'ils ont boycotté, qu'ils ont voué aux hégémonies. Il a été et donc dit que, bon, voilà. Il n'était pas décideur. Ils ont voulu qu'il ait dirigé un front, un bataillon. Non, pas un bataillon. Je veux dire que ça peut être sujet à non, il n'y a aucun, puisque en fait, le dialogue national, il n'était pas décideur, il a été commis pour conduit et il n'a... C'était un facilitateur. C'était simplement un facilitateur. Donc c'est un rôle d'administration simplement d'une certaine façon. Si on devait accuser quelqu'un de quoi que ce soit là, il faut chercher le vrai acteur et non s'en prendre à Dorothée sur ça. Vous prenez le magistrat Assoba Nicolas, un gros magistrat, déjà deux présences au niveau de la Sénat, donc pour nous garantir que les questions électorales ne soient pas des questions nouvelles en fait pour cette Cour d'une certaine façon. Vous prenez Adjaka, je le disais tantôt, c'est l'homme des libertés démocratiques, c'est l'homme de la défense des droits de l'homme, nous l'avons connu en fait président de l'UNAMAB, on sait en fait tout ce qui a été la lutte qu'il a fait. Donc quelqu'un comme ça, d'une certaine façon, à un moment donné, il est devenu administratif, donc son rôle le astreint en fait une certaine réserve. D'aucuns diraient qu'il s'est ramolli quelque part. Non, c'est pas qu'il s'est ramolli, c'est l'obligation de réserve. C'est l'obligation de réserve puisque lorsque vous êtes appelé à une fonction républicaine, c'est vrai, c'est difficile de dire non. D'une certaine façon, ça peut vous rattraper d'une manière ou d'une autre. Parce que vous êtes là à critiquer, à faire des analyses, mais on dit, bon, venez maintenant, venez gérer, vous dites non, ça dit finalement qu'est-ce que vous voulez. Et donc, étant dans cette position, il a une obligation de réserve. Ce qui explique en fait qu'on ne peut plus avoir le Adjaka Michel que l'on avait quand il était président de l'UNAMAB, donc ça c'est clair. Mais je pense que c'est un monsieur qui fondamentalement va continuer à défendre ce qu'il a de plus intrinsèque, c'est-à-dire la défense des libertés et des droits de l'homme. Dandy, professeur Dandy Yamou, celle-là, on peut dire, c'est celle qui a passé presque par toutes les institutions de la République, de cette façon, mais de façon silencieuse.
Cour constitutionnelle, je dis Cour suprême. Cour des comptes. Cour des comptes. Cour constitutionnelle maintenant, et peut-être, comme le présage de Doyen Taïgadegbe, peut-être qu'elle sera à la Cour de justice. C'est une dame pétrie de talent, un professeur de haut niveau, d'une certaine façon. Et justement, c'est avec elle que la question de, la jurisprudence la condition de 15 ans d'expérience, la 15 ans d'expérience, d'accord, j'ai oublié un peu la notion là. Non, il y a eu un juge qui a été récusé pour je pense, à cette condition d'ancienneté. Oui, à son... Monsieur Akpo, lors de la... Oui, et je pense à sa nomination à la Cour suprême aussi, cette question était revenue et la Cour constitutionnelle saisie a dû trancher pour dire en fait être juriste de haut niveau, c'est à partir du niveau Bac plus 5, donc 15 ans d'expérience à partir du Bac plus 5, donc la question était réglée, était résolue. Donc, en fait, je peux dire simplement, avec les 4 acteurs, Madame Bako aussi, il faut pas l'ignorer, un peu moins de 20 ans, en fait, de pratique du droit en tant que magistrat. Donc, nous avons... Un magistrat au caractère trompé. Et donc, on peut dire d'une certaine façon. Et, relativement, c'est des gens qui sont encore, en fait, dans l'activisme d'une certaine façon. Sont encore dans l'activisme, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas que des gens qu'on a été chercher qui sont déjà peut-être dans leur maison de repos d'une certaine façon. Donc c'est des gens qui sont encore vraiment, on peut dire, comme quelqu'un l'a dit, des pas frais en fait au fait des enjeux républicains. Et donc nous pensons en fait qu'ils sauront véritablement faire le job pour s'adapter aux défis. Et ces défis, c'est d'abord tout le monde voit l'horizon 2026. Ils seront quand même nous faire bien passer en fait ce trajectoire-là. Mais avant, il faudra maintenir les institutions. Il faudra maintenir les institutions à travers les décisions qu'ils rendent au quotidien. Ça ne va pas manquer, surtout à la veille, je peux dire déjà, nous sommes à la veille d'une élection, ça ne va pas manquer. Il y a une floraison en fait de saisir. Non, ils devront se montrer à la hauteur pour gagner en fait en confiance. Et c'est ça qui sera gage de la confiance que le peuple pourra leur accorder d'une certaine façon. Alors c'est vrai qu'on ne peut rien, on va critiquer d'une certaine façon, mais ça est gage de crédibilité par rapport en fait à comment ils auraient négocié le virage de 2026. Donc ils doivent travailler fondamentalement à mettre leurs empreintes par rapport aux décisions qu'ils rendent au quotidien. Ce qui est aussi maintenant ambigu, c'est la question des recours en instance et donc les uns ont très même à eux-mêmes. Je ne pense pas. Bon, pour moi, en fait, j'ai appris ça sur ce plateau de ne pas être péremptoire d'une certaine façon. Cette année, surtout avec la Cour constitutionnelle. Oui, exactement. En cette matière, je pense que le recours qui concerne leur nomination même, c'est une question de, en fait, des compétences du président de l'Assemblée nationale et du bureau de l'Assemblée nationale. Je pense que la Cour constitutionnelle va donner la clarification qui s'y est. Et je pense que ça doit être sur les faits que sur en fait les personnes ou bien les contextes ou bien peut-être les intérêts que l'on aurait. Mais ce serait vraiment désagréable si l'on arrivait à remettre en cause, parce que comme vous le disiez tantôt, les questions de délai, comment ça va se passer, ainsi de suite. Je m'imagine bien si éventuellement ils arrivaient eux-mêmes, certaines fois, je le dis comme ça, à invalider ou à donner la reprise en fait de leur désignation, ce que ça pourrait peut-être entraîner dans dans la chacune. Ça va être quelque peu compliqué. Pour ne pas échapper aussi aux questions 2026, les élections, l'année électorale, il faut remarquer au niveau notamment par rapport aux élections communales, la Cour, on n'a pas la célérité que nous avons au niveau de la Cour constitutionnelle pour les recours en ce qui concerne l'élection législative. On n'a pas cette célérité au niveau de la Cour suprême pour ce qui concerne les élections municipales. Parce qu'il faut se rendre compte que la tâche est énorme en ce qui concerne les élections municipales. Alors que dans un contexte particulier. Alors que les délais sont très raccourcis et il faudra jouer avec pour ne pas en fait tomber dans des vides. Parce que tel que c'est actuellement, ce n'est pas encore facile. On n'a pas fini, il faut le dire, on n'a pas fini
d'élucider les questions de date et de délai. Donc, il faudrait véritablement travailler à, je ne sais pas, mais les acteurs, quand même, nous sommes encore à un peu plus de 2 ans, trouveront les mécanismes nécessaires pour nous éviter, en fait, des difficultés. Voilà, Julie a parlé en longueur en tout cas du parcours de ces personnalités, en tout cas qui pour la plupart ne souffrent d'aucune critique majeure. On a vu par rapport au cours précédent de la Cour Djogbenou qui a, on va dire, quelque peu ouvert l'institution au public, le contradictoire. En tout cas, on peut dire en griffe que le peuple est rentré dans la Cour constitutionnelle avec Joseph Djogbenou. Par rapport aux décisions, en tout cas aux décisions rendues, on a vu que cette Cour s'est restreinte, on va dire, à la lettre de la Constitution. On a vu toutes ces décisions qui à chaque fois rappelaient que la Cour constitutionnelle ne pouvait pas se substituer aux constituants. Donc cette Cour s'est quelque peu, disons, recentrée sur l'essentiel, en tout cas de sa mission. À la suite de Djogbenou, la Cour, on va dire, à Mouda, on a eu quelques décisions quelque peu, on va dire, déstabilisantes. Il parlait de ne pas être péremptoire sur ce plateau. Il sait à quoi il fait allusion. On a été quelque peu, on va dire, déboussolés de nouvelles jurisprudences qui ont vu le jour à la faveur de quelques décisions. Comment pensez-vous que cette Cour peut, disons, remettre l'Église à la place disons, au centre du village? Comment vous voyez, au regard des différentes personnalités qui composent cette Cour, est-ce qu'on reviendra à une certaine orthodoxie, en tout cas, qu'on peut attribuer à la Cour Djogbenou? On peut vous dire la Cour constitutionnelle peut aller dans tous les sens, se saisir de tout ce qu'elle veut, voilà, créer. Je fais d'abord observer que nous inclinons souvent à ne voir la Cour que par rapport aux questions politiques, aux difficultés entre les institutions. Effectivement, elle a un rôle prééminent en termes d'arbitrage dans le fonctionnement, dans les conflits qui peuvent naître du fonctionnement des institutions. Et Dieu seul sait si nous en avons besoin historiquement. C'est pratiquement pour en finir avec cette liberté que les militaires se donnaient de venir arbitrer les conflits politiques que la Cour a été érigée à ce niveau, a été sortie de la Cour suprême en tant que chambre constitutionnelle pour être une Cour constitutionnelle de plein droit. Alors, mais il y a la question des droits de l'homme, de la protection des droits de la personne qui est vraiment dans son mandat et qui même la singularise par rapport à l'ensemble des autres cours. Il y a beaucoup de cours constitutionnels dans le monde. Et il ne faut pas qu'elle le perde de vue. Il ne faut pas désespérer le citoyen qui, au quotidien, est censé attendre de cette cour-là cette ultime attention. Elle n'a déjà pas les moyens, les mécanismes de force pour faire appliquer les décisions qu'elle rend. Non, elle ne saura jamais les avoir. Alors, si elle n'a pas de force de contrainte, à quoi servent les décisions? Mais les tribunaux ordinaires n'ont pas plus de force de contrainte, mais c'est un ordre juridictionnel qui est tel que, avec l'aide des auxiliaires de justice, avec d'autres mécanismes, on en arrive à faire exécuter des décisions, non sans que parfois l'État vienne et mette fin à cela. Et là, le débat devient éternel entre les limites de l'exécutif et du judiciaire. Mais la Cour constitutionnelle, déjà, n'a pas de démembrement. Et elle est pompeusement cour, alors qu'il n'y a pas de tribunaux en dessous. Et il faut savoir souffrir de ça, et savoir souffrir cela. Mais si les recours liés aux droits de la personne, les conflits qui peuvent opposer des individus, les recours qui viennent de citoyens observant dans les lois des violations des droits de la personne, une source d'inconstitutionnalité. Donc si sur ces recours-là, cette Cour n'arrive pas à bien s'organiser, ou elle va tomber dans le déni de justice, ou elle va se noyer. Et donc il va falloir trouver une espèce de mesure entre l'enthousiasme qu'a été celui du professeur Djogbenou à la tête de la Cour. Ils ont rendu une foultitude de décisions. Je crois qu'ils ont dépoussiéré un peu les choses.
Donc il faut pouvoir prendre cet héritage-là à bon escient, trouver le bon équilibre, ne pas trop sortir de la route, parce que leurs collègues des autres cours désespèrent de voir notre cours revenir à ce que vous décriviez. Mais nous viderions notre cours de sa substance. De sa spécificité. Oui, pas seulement. Oui, sa spécificité. C'est un édifice que nous, Béninois, et en adoptant la Constitution, depuis la conférence nationale, depuis l'adoption de la Constitution, depuis la mise en route de la Cour constitutionnelle à travers ces diverses mandatures, c'est un édifice que nous construisons ensemble, pas à pas. C'est vraiment un trésor à entretenir, à bonifier. Et donc, si elle devait se banaliser comme un conseil constitutionnel du Sénégal, enfin, qui est terriblement silencieux aujourd'hui, oui. Bon, enfin, on peut chercher à se mêler de tout. C'est juste pour montrer qu'il y a... puisque formellement... Non, c'est même pas... Oui, mais... Non, l'exemple un peu... Le gros du travail... mal choisi, mais je voulais ironiser sur le fait que la plupart des conseils constitutionnels en Afrique sont un peu dormants, alors qu'il y a des défis. Et par rapport au constitutionnalisme, par rapport, en tout cas, aux libertés publiques. Donc, cette Cour a le devoir de parachever la marche sans chercher une extraordinaire originalité. Ça va être le défi de travailler par petites touches. Elle a 3 ans par rapport à un pouvoir, par rapport à des enjeux très forts. Les enjeux de 2026 sont là, ils sont prégnants, mais il faut les remettre à leur juste place. Espérer également qu'elle ne cède pas à la tentation de devenir un gouvernement des juges qui procède par injonction, la plus vexante étant celle que l'Assemblée nationale pourrait avoir le sentiment de recevoir à l'occasion. Mais c'est pour dire qu'en réalité, la Cour précédente m'a semblé un peu trop absente et assez peu audacieuse pour faire des observations par rapport à la constitutionnalité de certains textes qui lui étaient soumis. Et on se surprend au détour avoir des coquilles qui ont pu être laissées, qui subsistent. Et donc, sans être trop prétorienne, il faut qu'elle arrive à rappeler à chacun son devoir et que nos textes, particulièrement nos lois, aient de la gueule, aient de la forme. Et sinon, nous aurions un échafaudage quelconque et finalement la règle de droit s'estomperait d'elle-même, s'effondrerait par manque de vigilance de la Cour qui ne doit pas se priver de rappeler aux législateurs, ne doit pas avoir peur de dire aux législateurs utiles et plus de légitimité démocratique que lui, que là, il y a à reprendre le texte et à nous servir quelque chose de plus lisible. C'est la même question. Comment voyez-vous la trajectoire ou, disons, la feuille de route de cette Cour constitutionnelle au regard des 5 années précédentes? Non, mais il n'y a pas que les 5 années. Il faut que la Cour fasse un travail de fond. Il faut interroger les archives, les cours passés. Je dis 5 années parce que, quand on le disait, le président Jacques Benoît a quelque peu, disons... je ne dirais pas déblayer beaucoup de choses. Il y a eu des réformes. Il y a eu beaucoup de réformes. Même dans la pratique même. Mais cependant, la Cour a continué à essuyer elle a continué elle continuera. Voilà, je pense qu'on ne sera jamais... Oui, c'est un travail. Je voulais évoquer en fait une décision. Vous savez, pendant que j'étais rapporteur de la plateforme des forces démocratiques pour les élections crédibles et transparentes au Bénin, nous étions en tandem avec personnellement de Chenon Antoine, qui avait créé le Front citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques. J'étais aussi membre du Front citoyen. Et à un moment donné, pendant que nous étions dans l'impasse politique, impasse électorale et autres, on a formulé des requêtes, il y avait une plateforme de revendication. Et subitement, on a vu une Cour sortir une décision, la DCC 15001 du 9 janvier 2015. Ça, c'est Théodore Lo qui l'a fait. C'est en tant qu'on l'a pour interroger. Pour crever l'abcès, dit-il, et remettre le processus sur les rails. En nous rappelant que nous devons recourir encore à la LEPI qui était contestée. J'espère qu'il faut qu'on tire le son du passé. Bon, je dis, la Cour qui a fini a eu le mérite au moins d'ouvrir une porte. Là, vous prenez une bonne très polémique. Non, mais écoutez, la Cour qui a fini, le 5, a quand même eu un mérite. Je crois qu'il y avait une ordonnance, celle de 73, qui régissait, je crois, la vie pénitentiaire, le régime pénitentiaire. Elle a fini par 115, oui. Oui, je crois bien que cette Cour a eu le mérite de prendre une décision pour corriger ça. C'était inadmissible. Bon, maintenant, il faut que la Cour de la 7e mandature continue dans la même lancée et qu'on améliore
La question des droits de l'homme peut être réglée. Ce volet est important. Vous savez évidemment que Julio, en évoquant le palmarès, oui, voilà, le pédigré de Dorothée Sosa a oublié. Il a été mais il a été doyen, il a été doyen. D'abord, oui, faculté des droits et sciences politiques. Ouais. Et puis, il a réussi la chaire UNESCO pendant un moment jusqu'en 2011, avant de partir à l'OADA, où il est resté jusqu'en 2019. Bon, maintenant, il est venu gérer le droit politique, c'est ça qui lui met en fait un petit aiguille dans le dos. Mais écoutez, on a au moins deux, disons, désormais anciens directeurs de cabinet du ministère de la Justice, garde des Sceaux. La question des droits de l'homme, c'est le ministère qui s'en charge en premier lieu, ça. Et il y a un professeur qui est à la tête de cette institution qui aussi a géré en fait un département qui s'occupe des droits de la personne humaine et qui est allé à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a quand même des prérequis qui peuvent nous rassurer que en fait, cette cour verra certainement au respect des droits de la personne humaine. Il est à souhaiter que le travail se fasse avec professionnalisme et avec esprit de suite. Ceci étant, c'est que, écoutez, au niveau du contrôle de constitutionnalité des lois, vous et moi sommes autorisés. Il y a, je crois, l'article 3, alinéa 3, qui stipule que dans le cadre des lois, des textes réglementaires et actes administratifs qui sont présumés inconstitutionnels, nous pourrions saisir la Cour constitutionnelle. Donc, c'est un travail commun, tout citoyen peut saisir. À un moment donné, si on estime qu'il y a quand même des dérives, je crois que ça offre un champ qu'on peut exploiter. Il n'y a que dans le cadre des élections prévues pour 2026. C'est très cadencé. Et c'est à ce titre que le jeu politique risque de créer quelques ennuis, en fait, aux 7 sages. Parce que les contestations qui ont démarré depuis l'avènement de la minorité parlementaire, qui est de l'opposition au Parlement, vous aviez vu le nombre de recours dont la Cour passée a été saisie. Et les recours, il y a encore les recours en instance. Oui. Donc cette 7e mandature entre avec sur sa table beaucoup de recours sur lesquels il faut statuer. Et il n'y a pas ça, il y a d'autres questions qui sont encore épineuses, qui sont au Parlement, qui certainement vont obliger qu'on ait encore une saisine de la Cour constitutionnelle. Donc ils ont un travail important à faire. Et il faut un séminaire sur l'ensemble des lois qui ont été votées par la 8e législature. Vous savez que les lois qui sont sujettes à des interprétations à tout moment, vous avez vu, vous et moi avions vu la cadence avec laquelle il faut aller à la Cour constitutionnelle. La Cour a oublié de prendre des décisions. Parfois, ces jurisprudences sont contestées. Vous avez vu récemment encore le travail qui a été fait par le président de la Commission des lois sur la question de la répartition qui a permis d'avoir... Non, incontestablement, je crois que cette Cour-là, plus que toutes les autres, va devoir nous situer par rapport aux notions de minorité-majorité oui. Et de configuration politique applicable à l'Assemblée. Selon les cas, vraiment, il faut qu'on sorte de cette rengaine-là. Le défi est donc la jurisprudence n'est pas stable. Le défi est grand. Et en plus de cela, couplé avec l'organisation des élections pour 2026. Et vous savez qu'il y a la question du parrainage qui n'est pas encore vidée. Et cette fois-ci, puisque nous sommes passés de 83 députés à 109. Bon, désormais, quel est le format et comment ça va se faire? Les dates des élections qui ont été fixées, il y a encore un petit problème là. Cette Cour a des précisions à apporter par rapport aux dates des élections, au dépôt des dossiers, pour éviter les conflits éventuels qui pourraient surgir. Ça veut dire que c'est une Cour qui n'a pas de repos. Donc, leur calendrier, la feuille de route, elle est déjà cadencée par l'immensité des travaux laissés par la Cour sortante. Elle n'a pas pu vider. Je crois que j'ai dit qu'ils n'ont pas démérité, mais ils continuent d'essuyer par hésitation ou par, disons, vous évoquiez un manque de courage ou un manque d'audace. Non, mais écoutez, vous avez vu sur le plateau, je crois qu'il y a deux. C'est pas moi je suis le seul à ne pas évoquer le cas ivoirien. Parce qu'il arrive que, sous la pression, un président d'un conseil constitutionnel et que la Cour constitutionnelle ici soit obligé de rendre 2 décisions. Bon, alors, quand il en a pour faire plaisir, parce qu'il était d'abord ministre dans le gouvernement de Gbagbo, celui dont je parle, avant d'être porté à son... Et par conséquent, il a un peu comme une redevabilité vis-à-vis du chef de l'État. Il faut que ceux qui sont installés aujourd'hui sachent que, en fait, la loi leur donne. Le président se dit, mais ils ont des garanties. Mais oui, vous m'avez nommé, mais je ne vous le connais plus. Ça veut dire que c'est sur
ils ont l'obligation d'abord. L'article 119 de la Constitution, article 119 nouveau, stipule qu'en fait, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui reçoit le serment chef de l'État et il donne des avis aussi, comme dans le cas des articles 58 et 68 de la Constitution. Ça veut dire qu'ils ont des pouvoirs, en fait, qu'ils peuvent exercer. Dans ces conditions, il faut qu'ils travaillent à l'indépendance, en fait, de leur fonction, de l'institution. Et c'est ça qui pourra crédibiliser, en fait, leur Cour constitutionnelle. C'est que les gens ne peuvent pas tout dire sur la Cour. Comme elle est la Cour des sages, on a, à un moment donné, on a appelé Cour des miracles sous d'autres. Vous avez vu qu'on a dit ici que 40, combien là, 39 ans plus ce jour, ça fait. Mais je ne veux pas ouvrir. Je ne veux pas vous acharner. Mais oui, si, il faut qu'on en tire le son. Anéantir cette jurisprudence. Oui, il faut qu'on en tire le son. C'est des faits qu'on a vécu. Non, je remarquais juste que vous voulez d'évoquer deux précédents qui ont trait à la Cour Théodore. Non, le professeur Théodore, je l'aime bien parce que j'ai eu à suivre les cours constitutionnels en 96 avec lui et les grands problèmes politiques contemporains en 4e année, la même année. Mais je voulais dire en fait que c'est un professeur de très bonne facture, il a un beau palmarès. Mais il est arrivé, peut-être que sous pression. C'est ça, on parle de l'indépendance des juges. Sous pression, il peut arriver. C'est en cela que j'ai fait l'insinuation avec ce fameux président du Conseil constitutionnel ivoirien. Il peut arriver que sous pression, l'indépendance du juge constitutionnel soit érodée. Comment est-ce qu'il faut faire pour garantir cette indépendance? C'est en cela que j'appelle aux professionnels à l'intégrité et surtout à la conscience, à la probité de chacun, parce que c'est les décisions qui peuvent garantir la stabilité des institutions, la paix du pays, ou mettre en déroute en fait. Et puis, soyons charitables, soyons même justes vis-à-vis de la Cour sortante. On l'a quasiment célébré quand elle a repêché, réintégré le Parti des démocrates à la veille de législative. Et juste pour la décrier encore, quand elle a commencé à vider certains recours. Et donc c'est toujours très difficile d'apprécier, de juger. On peut être excessif, mais c'est dans l'ordre des choses. Voilà, Julio Tometi, au regard de tout ce que le Francis Atadé a égrené comme chantier, ce sera une cour éminemment politique, parce que qu'on le veuille ou non, le carrefour de 2026 sera, disons, sera assez sensible à gérer, et chaque décision aura eu des conséquences peut-être qu'on n'imagine pas sur disons, le rapport de force en 2026, sur la finalité de telle ou de telle, je ne dirais pas élection, mais bon, en tout cas, des procédures qui auront à t'éteindre forcément sur la teneur des événements en 2026. Non, mais et puis la polémique autour de la révision constitutionnelle, puisque à l'investiture du président du Parlement, il y a des couleurs. En plus de cela aussi, certains avocats ont commencé par annoncer cette fameuse théorie de troisième mandat. Alors qu'est-ce que la Cour constitutionnelle qui est entrante ferait de tout ça là? Sans parler de l'éventuelle mise en œuvre d'un référendum, sous quelle forme? Non, en fait, je pense que la Cour constitutionnelle doit travailler et doit se mettre au-dessus de la mêlée pour marquer très vite son territoire vis-à-vis des autres institutions, notamment du pouvoir exécutif, pour être plus clair. Vous le disiez tantôt, moi je suis pour la collaboration institutionnelle. Mais lorsqu'elle devient nocive ou bien lorsqu'elle laisse des conséquences en fait sur les actes qui sont posés, ça pose problème. Nous avons noté par exemple, la qualité en fait des lois, certaines récriminations sur les lois ou bien certaines erreurs qui, du point de vue du fonctionnement, ne devraient pas apparaître. Ce que d'aucuns appelaient en fait une législation expéditive. C'est-à-dire, nous avons vu en fait le vote d'une loi et 24 heures après, en fait, sa déclaration de conformité par rapport à la Constitution, on se demandait est-ce que la Cour constitutionnelle avait déjà connaissance de la loi avant qu'elle n'ait été votée, parce qu'on se dit véritablement il y a un problème. Oui, c'est pourquoi je dis, on est pour la collaboration institutionnelle, d'accord, mais véritablement, il ne faut pas que ça laisse des conséquences nocives sur le travail qui est fait. Parce que vous le noterez très bien. Ça fait par exemple, les erreurs, ça vient. Hein. Aujourd'hui même, dans le cadre de l'examen du CP, il y a une erreur sur une épreuve là, un scolaire au lieu de solaire, ça peut arriver. Encore que là, c'est quand même un examen, mais pour une loi, avec toute la procédure,
que l'on connaît de la proposition ou du projet, l'étude en commission, dernière version jusqu'au vote, passant par, comment dire, la déclaration de conformité à la promulgation, et qu'il y ait des coquilles, en fait, des erreurs matérielles, et véritablement, il y a à s'interroger. Donc, en fait, on ne devrait pas, en fait, à laisser passer ces failles. Et ça dépend, en fait, de, comme je l'ai dit tantôt, de l'affirmation de l'indépendance de la Cour constitutionnelle. Je le disais tantôt, ça dépendra de comment la Cour aurait fonctionné à partir de maintenant, d'accord, qui permettra de juger de ces actes dans le cadre des élections de l'année électorale de 2026. Donc, fondamentalement, la Cour on doit se considérer comme étant redevable rien qu'envers la République et rien qu'envers le peuple béninois. Parce que vous l'avez dit tantôt, c'est le président et le Parlement qui nomment, c'est le président de la République qui nomme. On prête serment devant le président de la République. Mais lorsque le président de la République peut-être doit prêter un second serment, c'est devant en fait la Cour constitutionnelle. D'abord, c'est la Cour constitutionnelle qui proclame en fait l'élection du président de la République. Là, on dit tantôt, la Cour constitutionnelle nomme d'une certaine façon. Donc, en fait, on doit se rendre compte que en fait les pouvoirs s'équivalent et s'équivalent du moins, et on ne devrait pas sentir en fait une sorte de, comment dire, la Cour constitutionnelle ou le président de la Cour constitutionnelle ne doit pas avoir de complexe d'une certaine façon à affirmer son autorité ou son indépendance vis-à-vis. Donc en fait, ce n'est que ce que le peuple peut attendre, parce que tout le reste devient technique. Et lorsque l'intéressé est débarrassé en fait de ces nocifs, de ces effets d'appartenance ou d'influence, le travail technique, et ça ne souffre d'aucune insuffisance. Parce que, nous le disions tout à l'heure, en termes de compétences, il n'y a rien à reprocher à cette Cour. La seule inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est leur probité, leur indépendance, et j'ai bon espoir qu'ils travailleront d'une certaine manière à s'implanter positivement dans le code des Béninois. Voilà. Sur ce dernier volet, je dirais que... Et on en aura fini. On en aura fini, bon, oui, en attendant de possibles polémiques par la suite. Oui. Non, bon, disons rapidement que un des écueils à éviter, c'est de ne pas se laisser appâter, de ne pas trop incliner vers le confort matériel, les facilités. Et parfois, on a pu tenir des cours, et rien que par ce petit bout du matériel. Et donc, si vous n'êtes pas animé d'un minimum de patriotisme, si vous ne vous dites pas qu'on vous a quand même donné des garanties substantielles d'indépendance, et pour faire le travail, il y a l'inamovibilité, il y a beaucoup de possibilités pour la Cour de s'extraire, et même aux manigances, même à la... je ne vais pas dire la méchanceté, enfin soyons... L'exécutif en arrive parfois à tenir une cour constitutionnelle en la privant des financements, des crédits. Des ressources pour fonctionner. Des ressources pour fonctionner. Mais pas pour, les défraiements, parce qu'on suppose que cette cour, quand même, ils ont un parcours bien... Si on prend trop goût au confort, et si on ne voit que ça, on peut se faire rapidement récupérer. Et c'est en situation qu'on se détermine, qu'on se dit qu'on est au service de son pays et non des hommes qui ont pu nous faire honneur, qui ont pu nous nommer. Je n'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à ces éminentes personnalités, et parmi beaucoup d'autres. Il faut qu'on leur fasse confiance, il faut qu'elles fassent en sorte de nous inspirer confiance. Et peut-être que nous en serons à les célébrer comme la première cour de Mme Poyon, comme la première mandature de l'Assemblée nationale. Voilà, je voulais rester avec vous pour finir. Cour de l'Assemblée nationale de référence, de repère. Je voulais rester avec vous pour poser une question. Est-ce que la Cour, on a vu dans le sillage de la présidente Djokbeno, on a vu la Cour Amouda aller encore un peu plus loin en sortant de ses murs. On les a vus à la veille des élections législatives se déporter, par exemple, sur Parakou. Est-ce que institutionnellement, pour garder, on va dire, le côté, en tout cas, je ne dirais pas sacro-saint, en tout cas, c'est une institution au-dessus de toutes les institutions. Est-ce qu'il y a une limite à démocratiser un peu l'accès à cette cour et la familiariser quelque peu avec les populations? Est-ce qu'il y a une limite pour garder quand même le caractère, je ne dirais pas mythique, mais en tout cas, la Cour constitutionnelle a une place bien particulière? L'essentiel, c'est ce qui est symbolique. Il faut démystifier. Oui. Il y a des moments pour ça. Il y a les journées portes ouvertes. Et ce que sous la mandature de Djokbeno, ils ont fait
développant les audiences publiques est parfait, parce qu'en réalité, le contradictoire existait avant. Oui. Mais désormais, le public est convaincu que chacun a droit à la parole et peut se défendre, ainsi de suite. Bon, et il y a des glissements. Et donc, c'est vraiment à la Cour elle-même de se réfréner, de ne pas céder à n'importe quel élan. Pour ne pas se banaliser. Oui, de ne pas se banaliser. Certains disent qu'un fétiche ne doit pas sortir de manière intempestive. Non, ils doivent être habités par la déontologie du juge qui est réserve, qui est mesure et finalement référence à la règle de droit, mais en même temps à l'équilibre, à la paix de la société. Et ils ne doivent jamais perdre de vue cela. Et si un arrêt devait conduire à mettre le feu partout, je pense qu'ils ont la faculté de discernement pour savoir comment en venir. Et puis, les politiciens sont tellement frileux, tellement jaloux de leurs prérogatives qu'il ne faudrait pas que, à force de vouloir bien faire, à force de vouloir faire observer certains manquements, on en arrive à empiéter sur les prérogatives d'une institution comme le Parlement. C'est arrivé par le passé, où on a vu une cour quasiment convoquer une réunion du Parlement, sacrilège, alors que, bon, faisons leur confiance. Je ne citerai pas de nom. Vous ne citerez pas de nom, d'accord. On va laisser l'étudiant du professeur Olo finir cette... Non, nous sommes tous admirateurs du professeur Olo. C'est vrai que sous le président Dossou et le professeur Olo, on a eu des mandatures assez tumultueuses. Non, mais tant que je n'ai pas vocation à les enseigner, leur mission, je crois que l'article 117, la Constitution, est assez expressif. Ça dit à peu près les missions de la Cour constitutionnelle. Maintenant, il n'y a que le constat est là, c'est que depuis cette expérience, depuis 1993 à aujourd'hui, il faut peut-être saluer le dévouement et la qualité avec laquelle la Cour assume ses fonctions, dans la perspective en fait de préserver le climat de paix indispensable à l'instauration évidemment à l'enracinement de la démocratie, mais aussi à la mise en chantier des grands projets et programmes de développement. Et en cela, je nourris l'espoir que, vu le profil de ceux qui devront animer pour les 5 années à venir cette institution, je me rassure de ce qu'ils prendront à cœur les défis qui sont les leurs et travailleront à crédibiliser davantage l'institution parce que les rôles sont connus. Le contrôle de la constitutionnalité, la régulation du fonctionnement des institutions. Et à ce niveau, je veux rappeler qu'il ne faut pas qu'on tombe encore dans cette affaire de rapport incestueux entre les institutions où on dit puis on n'entend pas. Donc on corrige ça pour que nous puissions travailler évidemment avec professionnalisme et surtout intégrité. Ça, c'est de quelle mandature vous parlez? Non, écoutez, vous n'êtes pas obligé à aller citer. Je ne vais pas faire le procès. Je ne vais pas faire le procès en fait aux institutions. Et enfin, vous savez évidemment que la question des droits de l'homme, depuis un moment, nous l'agitons et les regards sont divergents. Et il faut que nous travaillions à donner plus d'assurance aux citoyens que la Cour constitutionnelle peut avoir un œil plus bienveillant sur le respect des droits de la personne humaine et par l'extraordinaire, s'il arrivait qu'une institution en venait à violer les lois, la Cour se porterait garante pour corriger les probables préjudices qui ont été portés en fait aux personnes, aux tierces personnes, mais aussi travaillons pour que cette Cour demeure et reste la soupape de sécurité du point de vue architecture institutionnelle que le Bénin a eu le mérite de mettre en place au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, laquelle, je crois, continue d'être célébrée et peut faire l'école. En dépit de tout ce que les gens croient pouvoir dire sur cette conférence, est resté demeure pour nous le point de départ du Bénin. C'est la rampe de lancement du Bénin sur la scène internationale et ça a permis au Bénin d'être en fait une des écoles pour l'Afrique et pour le monde. Nous sommes un baromètre des grands changements intervenus sur le continent africain. J'ai été davantage plus heureux d'être avec le doyen Ataï Guédégbé, qui travaille dans le même sens, dans le même esprit que nous ayons un climat apaisé au Bénin
pour favoriser la mise en œuvre des politiques publiques. Julio Tometi aussi, c'est un activiste de la paix. Ah, mais toutes mes excuses, pas c'est un homme de droit. En fait, après tout ça, je pense qu'il faut en appeler aussi à la responsabilité des acteurs politiques et notamment de l'exécutif. Tout ce que vous rappeliez tout à l'heure n'a pas été sans en fait l'influence en fait de l'exécutif. Donc, lorsque en fait une Cour constitutionnelle est confrontée à un exécutif qui est prêt à tout, d'accord, pour, je peux dire, comment dire, pour drainer en fait toujours la Cour constitutionnelle dans ce sens, ça va être difficile en fait pour ces acteurs-là. On n'aurait pas souhaité, je le disais ici tantôt, qu'il est arrivé que des membres de la Cour constitutionnelle ont démissionné sans que l'on ne sache jusqu'aujourd'hui pourquoi. De certaine façon, non. Il y a lieu d'appeler aussi à la responsabilité en fait des acteurs politiques pour dire la Cour constitutionnelle est cette institution-là qui permet aux uns et aux autres de reconnaître à un moment donné ou au moment critique leurs limites. C'est le recours en fait des citoyens confrontés des fois aux velléités des acteurs politiques. Et donc de ce point de vue, c'est notre cour, c'est la cour de tout le monde et nul n'a le droit de travailler à ternir son image, nul n'a le droit de travailler à comment dire, désagréger en fait cette confiance-là que la masse populaire peut avoir envers cette cour. Parce que au-delà de tout, vous savez, ce qui amène les crises dans les pays d'une certaine façon, c'est lorsque à un moment donné, on arrive à ne pas comprendre au fond les décisions de la Cour constitutionnelle sur un certain nombre de questions. C'est à ce moment-là que les gens sont des fois contraints de rentrer dans la rue et tout. Mais je pense que jusqu'aujourd'hui, nous avons pu contenir ces velléités et j'ai bon espoir que ça va continuer. Les gens seront davantage responsables par rapport de leur différentes positions pour éviter en fait ces influences préjudiciables sur les institutions. Voilà, merci Julio Tometi. Je rappelle que vous êtes juriste. Joël Ataï-Guédégbé, expert en gouvernance et acteur de la société civile. Eloge Francis Attadé, analyste politique. On l'a découvert sur ce plateau. Acteur de la société civile aussi dans une précédente vie. Ah oui, si, dans une précédente vie. Vous avez oublié de préciser que Julio est un sage en devenir. Ah, un sage en devenir. Il dit amen, il dit amen. Merci pour vos éclairages autour de ces deux sujets. On a parlé de cette nomination, en tout cas, du remplacement d'Aurélien Aguenossi à la tête du ministère des Affaires étrangères. Et nous avons quelque peu essayé de défricher les enjeux de cette 7e mandature. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur notre compte YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre compte Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live et bien évidemment continuer par suivre nos programmes via notre application ETélé Bénin. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres développements.